Bonsoir à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Lundi 6 février, à la une de l'actualité, 14 candidats au Sénégal se lancent depuis hier à la conquête des voix des électeurs pour la présidentielle du 26 février prochain. Une opposition qui bat campagne groupée contre le président sortant Abdoulaye Wade. Le gouvernement congolais a inauguré à Imvouba le nouveau village agricole qui produira 400 000 poulets de chair par an. Objectif à terme, gagner le défi de la transition agricole et de l'autosuffisance alimentaire. Et enfin, le Ghana et le Mali qualifiés pour les demi-finales de la CAN 2012. Les Aigles ont ainsi mis fin au rêve gabonais dans l'épreuve des tirs au but. Déception donc côté joueurs, mais aussi dans les rues de Libreville. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons avec la campagne présidentielle sénégalaise qui entre dans le vif du sujet depuis ce dimanche. L'opposition n'en démord pas. Elle compte toujours empêcher Abdoulaye Wade, le président sortant, de se présenter pour un troisième mandat malgré la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Fernand Tonin. 1. Nous ne boycottons ni la campagne électorale ni le scrutin. 2. Un scrutin présidentiel ne peut pas se tenir et ne se tiendra pas avec la participation de M. Abdoulaye Wade comme candidat. L'opposition sénégalaise avait promis et signé de faire bloc face au président sortant Abdoulaye Wade. C'est chose faite ce dimanche, premier jour de campagne pour la présidentielle du 26 février. Ils étaient tous côte à côte sur le même podium. Ils sont obligés d'être ensemble pour combattre l'ennemi commun qui a installé le Sénégal dans le chaos. L'une des préoccupations majeures de cette opposition demeure la contestation d'un troisième mandat à Abdoulaye Wade, dont le Conseil constitutionnel a validé la candidature. Le respect de la Constitution en ce début de campagne, c'est d'imposer le retrait de la candidature d'Abdoulaye Wade. La campagne ouverte depuis le 5 février va durer 3 semaines, au cours desquelles tout le Sénégal retiendra son souffle à cause des violences qui jusque-là ont émaillé le processus électoral. Un processus électoral dans lequel la communauté musulmane s'implique à la mosquée de la rue Blanchot dans le centre-ville de Dakar. Une journée de prière pour la paix et le départ d'Abdoulaye Wade est organisé. Fernand Tonin. Un décor inhabituel à la mosquée du centre-ville de Dakar, à quelques encablures du palais de la République. Le mouvement du 23 juin a encore appelé à la mobilisation ce vendredi pour une journée de prière. Quelques leaders du M23 ont fait le déplacement pour lancer, disent-ils, un signal fort au chef de l'État sortant, Maître Abdoulaye Wade, dont la candidature pour un troisième mandat reste controversée. Il faut prier toujours. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à prier. La seule particularité de la prière d'aujourd'hui, c'est que nous prions au même endroit. Moi, ça fait 2 années que je prie chaque jour pour le départ d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous sommes tous venus au même endroit prier pour ce même objectif. C'est un symbole fort que nous donnons ainsi. Avec le démarrage officiel de la campagne électorale, l'on semble redouter des événements qui pourraient réveiller le spectre de la violence dans le pays de ces prières. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin de sang, de feu, de pleurs, de larmes. Non, trop c'est trop. Abdoulaye Wade est synonyme aujourd'hui de désespoir. La prière n'est jamais suffisante, mais quand même elle accompagne l'action. Nous sommes des croyants, nous sommes venus prier. Ça n'entache à rien le combat que nous menons. La prière, c'est l'espoir, parce que celui qui prie, c'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est celui qui croit en son avenir et c'est ce qu'on fait. La police a encore été au rendez-vous, postée à chaque coin de rue autour de la mosquée, histoire d'éviter des débordements comme le pays en a connu ces derniers jours, avec au moins 5 morts en une semaine.
En République du Congo, mise en service officielle du deuxième nouveau village agricole, à l'instar du premier, celui de Nkuo, spécialisé dans l'élevage de poulets de ponte et production d'œufs. Ce deuxième village agricole d'Imvuba souhaite répondre à la problématique de l'autosuffisance alimentaire et les 90 exploitants, tous chômeurs au départ, voient à travers ce deuxième village une opportunité de leur insertion dans la vie active. Boris Agapit. 90 jeunes Congolais repartis en 45 couples exploitent depuis le 5 février 2012 le deuxième nouveau village agricole. Hier, chômeurs en puissance, aujourd'hui, ces jeunes réinventent leur destin par la preuve quotidienne de la valeur appliquée au métier d'aviculteur. Ce faisant, ils contribuent par le travail à la croissance et au produit intérieur brut de l'économie congolaise. Les exploitants de ce village agricole mesurent leur devoir parvenir aux résultats économiques et financiers qui auraient manqué à l'économie nationale. Que le Congo attend de nous, oui, on le veut bien, surtout que je vous dis d'avance que je suis agronome de carrière. Ça, c'est mon métier, si je l'ai choisi parce que c'est ma volonté, mon amour se repose sur ce travail. Ce deuxième village agricole d'Imvuba, comme le premier de Nkuo, procurera à chaque famille d'exploitants un revenu mensuel de l'ordre des classes moyennes du Congo-Brazzaville dans la tranche supérieure. Nous sommes d'abord trop contents et vu les structures que le gouvernement a mis en place, nous sommes conviés vraiment à travailler et à remettre en monnaie par un service bien flagrant pour que le gouvernement puisse être satisfait de nos rendements. C'est comme si on renaît, on vient de renaître parce que là, c'est un sentiment exceptionnel de joie avec ce que nous avons en face de nous. Hier, Nkuo, premier village agricole, aujourd'hui Imvuba, deuxième village agricole. La République du Congo met progressivement en place les mécanismes pouvant lui permettre d'atteindre les OMD à l'horizon 2015, précisément ceux ayant trait à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Toujours en République du Congo, clôture de la 5e réunion des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. C'était à Brazzaville. Les ministres se sont quittés avec la volonté de donner au continent les chances de son développement grâce à l'artisanat. Boris Agapit. Après 2 ans d'exercice, Adélaïde Mougani, ministre congolais en charge de l'artisanat, a passé le témoin au Camerounais Laurent-Serge Etondingwa à la présidence du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. C'est l'une des principales conclusions de la 5e réunion des ministres des États membres de cette institution régionale. Dans la continuité, le nouveau président se doit d'entrevoir la promotion et le développement de l'artisanat en vue d'une réelle intégration du continent. Invite chaque État membre à prendre et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'effet de contribuer à la revitalisation du CODEPA et la redynamisation de son action en vue d'une meilleure contribution de l'artisanat au développement des économies des États membres et la consolidation du processus d'intégration au sein des communautés économiques régionales. Les 2 tiers des défis à relever ont été atteints au cours des 2 derniers mandats sous la présidence du ministre congolais de l'artisanat. Aussi, ces assises de Brazzaville ont-elles débouché sur l'adoption d'un programme d'appui au développement de l'artisanat en Afrique. En Afrique de l'Ouest, dans certains pays, l'artisanat rentre pour près de 30% dans la constitution du PIB. Si une telle dynamique était améliorée, était harmonisée dans tout notre continent, nous atteindrions très facilement des croissances à 2 chiffres avant les années 20 et nous deviendrions pays émergents autour de cette date-là. La 5e réunion du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain a vécu. Elle jette les bases de l'émergence d'une nouvelle dynamique, celle qui consistera à insuffler le processus d'intégration régionale et celle de faire en sorte que l'artisanat joue le rôle propulseur dans le processus de modernisation et de l'industrialisation de l'Afrique.
Le vautour, une espèce intégralement protégée. Pourtant, le trafic de charognards, filière juteuse, existe et vient de connaître un premier frein au Burkina Faso. Les auteurs de ces transactions se sont retrouvés entre les mains des forces des eaux et forêts, puis traînés devant la justice. Adjima David Chumbiano. Du ciel, aucune charogne n'échappe à la vue de ces maîtres planeurs. Dans la conception commune, le vautour fait figure d'animal peu noble et même inutile, qui n'intéresse personne. Sa nature inspire seulement d'obscurs projets. On s'en sert pour composer des amulettes, des filtres qui rendent un adversaire justement marginal à l'image du charognard. Le charognard est peut-être la particularité que tout le monde estime que c'est un animal qui ne sert à rien, alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez un peu tous les animaux en putréfaction qu'on retrouve dans les villes qui peuvent être les causes des maladies sont en fait en griffe nettoyées par les charognards qui avalent la charogne, qui nous évite les odeurs, les maladies dues, n'est-ce pas, à ces animaux en décomposition. D'animal considéré inutile, il devient une espèce prisée dans le marché noir. Une carcasse de vautour au Nigeria se vend entre 40 000 et 50 000 francs CFA. Voilà de quoi lancer la chasse aux charognards dans nos campagnes. Conséquence, ces oiseaux qui étaient si prolifiques deviennent de plus en plus une espèce en voie de disparition. Et il y a de quoi s'inquiéter. Ces charognards étaient empoisonnés, ramassés, séchés et revendus dans des filières délictueuses jusqu'à dans des pays en dehors du Burkina Faso. On doit retenir que c'est une espèce protégée qui est inscrite sur la liste A. Donc c'est une espèce intégralement protégée. En décembre dernier, 71 carcasses de vautours sont saisies par les forces des eaux et forêts. 3 personnes épinglées dans cette affaire écopent des peines comprises entre 3 et 18 mois de prison avec sursis et à payer collégialement une amende de 3 500 000 francs CFA. Qui aurait pu croire que la mort d'un animal si traditionnellement inutile pouvait conduire à la prison? Les albinos, encore et toujours marginalisés dans la société africaine, et même s'ils sont parfois soutenus par des organismes, ils sont encore au XXIe siècle victimes de préjugés, d'exclusion, voire de meurtres. Edwige Akamba. Dans certains pays d'Afrique méridionale, les albinos sont des êtres entièrement à part. Leur peau, dénuée de mélanine, fait d'eux des parias. Fréquemment, ils sont persécutés, victimes de meurtres, d'exclusions et de sacrifices divers. Selon les tribus, on pensait que c'était un sorcier. On l'a affublé de tous les préjugés possibles. Comme ils voient que moi, je n'ai pas la même couleur de peau, comme eux, ils sont toujours en train de me distinguer comme une autre... L'ignorance et les fausses croyances tournant autour des albinos est à l'origine des ségrégations sociales. Pour y remédier, plusieurs groupes, à l'instar de l'Association mondiale pour la défense des intérêts et la solidarité des albinos Asmodiza, est mis sur pied au Cameroun pour protéger et lutter contre ces différences. L'Agence de régulation des marchés publics est dirigée par un albinos. Nos jeunes albinos sont mieux suivis dans leurs établissements, assis au premier banc. Les épreuves écrites en gros caractères lors des examens. Au niveau médical, il y a des consultations gratuites. Nous notons beaucoup de recrutement de nos membres. La Camerounaise Annie Mokto, albinos de 31 ans, vivant en Belgique, a créé l'association Écran Total pour lutter contre le massacre des albinos en Afrique. Chiara Gregorassi, fondatrice de l'association Village d'enfants albinos du Cameroun, est née d'une mère albinos. Elle adopte tous les enfants albinos issus de familles pauvres. Elle veut leur redonner un avenir. Les albinos, pour mieux vivre, doivent respecter quelques règles liées à leur santé. Il faut éviter les insolations. Lorsqu'on n'a pas quelque chose d'essentiel vraiment à faire dans la cour, si l'on est obligé de sortir sous le soleil, on doit porter des vêtements couvrants. Les albinos font des concours de beauté, ils sont scolarisés, ils sont employés, ils se marient même à des non-albinos et font des enfants noirs. Ceux qu'on appelle de manière péjorative bons blancs sont des êtres à part entière. Car l'albinisme n'est pas une fatalité, mais juste une anomalie. Toutes les civilisations ne se valent pas. Claude Guéant persiste et signe. La phrase du ministre français de l'Intérieur continue à faire polémique en France, alors que le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a jugé inadéquate l'utilisation du terme civilisation. La gauche réagit vivement. Le socialiste Harlem Désir a traité M. Guéant de rabatteur de voix du FN. On l'écoute.
Ces propos sur l'inégalité des civilisations de la part d'un ministre de la République sont totalement indignes. Ils font d'ailleurs écho aux propos de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races. On nous dit que le gouvernement doit travailler jusqu'au bout. Ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il soit au service des Français, de leur sécurité, pas qu'il aille devant un groupuscule d'extrême droite tenir ces propos totalement insensés. L'universalisme français, d'ailleurs, les principes même de la République, c'est de refuser le choc des civilisations de M. Guéant. Ce n'est pas d'établir une soi-disant hiérarchie des civilisations. Le fait d'être en perdition dans les sondages, en perdition électorale, ne justifie pas tout et ne doit pas mener un ministre de la République à la perdition morale. Il faut donc qu'il y ait un rappel aux principes de la part du président de la République, de la part du Premier ministre vis-à-vis de M. Guéant et que cessent ces dérapages incessants. Elle s'appelle Kayirebwa-Cécile et c'est la chanteuse rwandaise la plus connue à l'international, née en 1947. Elle a quitté le Rwanda avec son mari lors des troubles en 1973 pour aller s'installer en Belgique. De retour d'exil, elle vient de donner son premier concert de l'année à Kigali. Correspondance Jérôme Mugabo. Elle ne s'est pas produite au Rwanda depuis un bon moment. Elle, c'est Cécile Kayirebwa, l'une des chanteuses rwandaises les plus connues sur la scène internationale. Les chansons de cette sexagénaire se chantent de génération en génération au Rwanda et il est coutume de passer plusieurs de ces tubes lors de mariages. Cécile Kayirebwa a donné son premier concert de 2012 dans l'enceinte de Green Hills Academy, une école secondaire de la capitale. Dans une atmosphère très nostalgique culturelle, accompagnée par le groupe acoustique Ikobe et entourée de la nouvelle génération, Cécile, comme l'appelle Stéphane, est revenue sur ce tube le mieux connu et a chanté en chœur avec la foule. Certains d'entre eux n'ont pas pu cacher leur joie. J'ai trouvé ça génial, c'était bien, on s'est amusé. Elle a chanté des chansons qui datent de si longtemps et ça nous a fait plaisir vraiment. Cécile Kayirebwa est la première chanteuse rwandaise qui a disponibilisé en 2011 le coffret de 6 CD à commander sur son site officiel contenant les chansons rwandaises, l'ensemble de ses œuvres digitalement remasterisées, afin de célébrer les 30 ans après la sortie de son premier album Ineruro en 1981. Et à l'heure où tous les regards sont tournés vers la CAN 2012, au Cameroun, pays du football par excellence, c'est dans des terrains de football poussiéreux que ces stars du ballon rond ont fait leur classe avant de s'attaquer à la pelouse. Et l'un des plus célèbres stades, celui du camp Sik Longkak, Edwige Kamba. Le stade du rond-point Longkak à Yaoundé au lieu dit Sik, malgré toute la poussière et la qualité au rabais des infrastructures, est un stade mythique. Plusieurs le qualifient de faiseur de stars. De nombreuses icônes du football camerounais, tels Jean de Makoun, Modeste Mbami et bien d'autres y ont fait leur classe. Ces enfants reconnaissent au moins ce que j'ai été auprès d'eux et ce que je suis auprès d'eux, ce que je représente pour le football camerounais. Ces stars sont immortalisées grâce aux graffitis les représentant sur les murs du stade. Ces joueurs partent pour l'étranger continuer leur passion, mais à leur retour au pays, ils s'y précipitent. L'avenir, ça promet, c'est juste que par rapport à mon grand plan en Asie, j'espère que d'ici l'année prochaine ou 2 ans, je vais faire les entrées en Europe et là, je serai un peu bien vu. J'ai plein de contacts avec les coachs de l'équipe nationale du Cameroun, mais on espère, on ne peut pas se déclarer, quoi. L'ambiance bon enfant et fraternelle du Mboa refait surface. Didier Célestin Bélibi, jeune Camerounais évoluant au Vietnam, en congé, ancien joueur du Canon de Yaoundé, s'entraîne avec ses amis et coéquipiers restés sur place au 10 stade de Longkak. En tant que Camerounais, l'ancien Lion cadet reste assez évasif sur la situation du football au Cameroun. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. S'il faut réformer le football camerounais, il faut réformer les dirigeants du football camerounais. C'est seulement au Cameroun qu'on a compris que les acteurs du football ne mangent pas l'argent du football. Et c'est les administrateurs du football qui mangent l'argent du football. Yaoundé abrite, outre le célèbre stade Amadou Ahidjo, plusieurs stades mythiques. C'est le cas du stade malien de Nkoldongo, du stade Abega à Ekounou, de Biemassi stade Rond-Point Express, sans oublier celui du camp Sik Longkak.
Et on termine avec la CAN. Le Gabon, vous le savez, a été éliminé hier en quart de finale face au Mali. Les deux équipes ont fait match nul 1-1 et ont été départagées au tir au but. 5 pour le Mali, 4 pour le Gabon. Et dans les rues de Libreville ce matin, sans nul doute, c'était la déception. La défaite du Gabon hier, c'est parce qu'ils avaient un peu trop de pression. Du fait qu'Alain Giresse connaissait déjà la plupart des gars. Moi, je n'ai pas suivi le match. C'est décevant, mais ça va aller. On a déjà une bonne équipe, ça tient la route. J'ai été fier, premièrement parce que le jeu gabonais a vraiment changé. On n'est pas bon tous les jours. Il y a des jours de méforme, c'est ce qui s'est passé là. Il y a eu et ils ont sous-estimé le Mali. C'est la faute du coach, c'est pas la faute des joueurs. Du courage. Je ne sais pas pourquoi le coach a fait sortir Daniel Cousin. Et au moment où il sort Cousin, c'est là où toute l'attaque malienne est encore remontée. Par le passé, les pénaltys n'ont jamais porté chance à l'équipe nationale. Tout simplement, le dieu du stade, il n'était pas avec eux. Parce qu'une personne comme Aubameyang, c'était pas normal qu'il puisse soigner des buts comme ça. Notre joueur, il n'était pas en place. Il n'était pas là hier. Hier, il n'était pas sur le terrain. On devait l'enlever depuis le début du match. On attend la prochaine CAN. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est tel parce que le match était mappé par tout le monde. Propos recueillis par notre correspondant Joël Tatou. Et c'est ainsi que notre édition touche à sa fin. Mais avant, un dernier rappel des titres. Pendant 3 semaines, le Sénégal retiendra son souffle, déjà émaillé par des violences lors du processus électoral. L'opposition fait bloc face à Abdoulaye Wade dans une campagne ouverte depuis ce dimanche. Le deuxième nouveau village agricole d'Imvouba mis en service en République du Congo. Pour les autorités, c'est l'espoir d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et pour les exploitants, celui de vaincre le chômage et la pauvreté. Et enfin, CAN 2012, nous venons de le voir, désespoir du Gabon après sa défaite face au Mali. Les Aigles ont arraché leur qualification pour les demi-finales. Ils rejoignent du coup la Zambie et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité et de votre attention. Je vous laisse en compagnie du JT Sport présenté par Ahmed Parezo. Quant à moi, rendez-vous demain pour une nouvelle édition.